Pour le VG, ce qui est le VG, c'est l'inverse, c'est l'inspiration. L'inspiration, les pressions pleurales, c'est le plus positive. C'est jusqu'à 40, 50. La pression pleurale, comme plus positive, à l'inspiration. Donc, on a une augmentation de la post-charge du VG. Pardon? Je viendrai. Donc, on a une augmentation de la post-charge de VG. Et pour la précharge, il y a ce problème de retour qui n'est pas bien, et de deux, il y a le septum interventriculaire qui gêne le remplissage de VG, du ventricule gauche. Donc on aura une diminution du volume d'éjection systolique du ventricule gauche et une diminution de la pression artérielle systolique au moment de l'inspiration. Et quand on a cette diminution, on appelle ça quoi? Très bien, le pouls paradoxal. C'est-à-dire on a une diminution de la pression artérielle systolique au moment de l'inspiration. C'est un problème de pression et pas un problème de pouls. Donc on appelle ça le pouls paradoxal. Et il a un intérêt quand il est supérieur à 12 mm de mercure. Ça veut dire que le patient il est en asthme aigu grave. Très bien. Donc les conséquences hémodynamiques. Le ventricule droit, augmentation de la précharge. Augmentation de la post-charge. Ventricule gauche, augmentation de la post-charge et diminution de la précharge. Et le pouls paradoxal, bien sûr, diminution du volume d'éjection systolique et diminution de la pression artérielle systolique au cours de l'inspiration. C'est clair la physiopathologie? Là, c'est important parce que si on comprend la physiopathologie, on a compris tout. C'est le plan thérapeutique. Là, on a besoin d'oxygène, l'indication de la ventilation parfois, le remplissage, c'est-à-dire la réhydratation du patient en asthme aigu grave, le traitement adjuvant. C'est bon? On a compris la physiopathologie. Les facteurs favorisants. Quels sont les facteurs favorisants? Parce que pas tout le monde fait de l'asthme. Yallah. L'exposition, très bien. Hein? L'infection, c'est un facteur déclenchant, très bien. Le tabac. Allez-y. Hein? Le contact avec les animaux, l'allergie. Hein? Terrain atopique, très bien. خصكم تخرجوا بالكل شادينو ما تعاودوش. نعم؟ La malobservance thérapeutique. Les conditions socio-économiques. C'est bien. Le stress. Oh, très bien. Le changement climatique. Très bien. Voilà. Globalement, tout ça, c'est des facteurs de risque. On va les séparer en trois. C'est facteurs socio-démographiques, facteurs socio-psychologiques et l'histoire de l'asthme. Pour les facteurs socio-démographiques, c'est les conditions socio-économiques défavorables, malheureusement. Les difficultés d'accès aux soins et le peu de contact avec les médecins traitants. Les facteurs socio-psychologiques, c'est la non-compliance au traitement. Et au rendez-vous, c'est la malobservance thérapeutique. Ou un patient asthmatique mal éduqué, c'est le plan thérapeutique. Le déni de la maladie, et ça c'est un grand problème, et surtout chez les enfants, c'est-à-dire on a des mamans qui arrivent avec leurs enfants en asthme aigu grave, ils vous disent non, mon fils n'est pas asthmatique, non, il n'est pas asthmatique, le pédiatre il dit qu'il a des crises, mais c'est pas de l'asthme. Il faut faire attention, d'emblée c'est des patients qu'on peut hospitaliser dans des situations graves. L'hospitalisation en consultation urgence moins précédent, en urgence, pneumothorax ou pneumomédiastin, au cours d'un asthme aigu grave, c'est un facteur de gravité. Les maladies cardiaques respiratoires sévères associées,
On dit que ce problème, c'est un problème de cœur, ce n'est pas un problème de poumon. L'utilisation de la corticothérapie au long cours, et normalement, la corticothérapie chez le patient asthmatique ne doit pas dépasser plus de 7 jours, très bien. L'intolérance à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiennes, c'est un problème de prise en charge. Et la sensibilité. La sensibilisation. C'est bon, ça c'est le facteur favorisant ou prédisposant à l'asthme aigu grave. C'est le plan diagnostique de l'asthme. Comment on fait le diagnostic? Non? Par la spirométrie. Le diagnostic, il est clinique. Pour diagnostiquer le patient en asthme aigu grave, on n'a pas besoin ni de bilan, ni de radio. Le diagnostic, il est clinique. Le sujet, il est qu'on est asthmatique. Et il vient en dyspnée. Comme je la physiopathologie. Je la physiopathologie. Il y a l'inflammation qui est responsable de l'œdème et les persécrétions. Donc l'œdème, elle va entraîner la dyspnée et l'oppression thoracique. Les persécrétions, l'irritation, c'est la toux. Bronchoconstriction, c'est les sibilants. Quoi d'autre? Et ici, aggravation, c'est les conséquences. Conséquences hémodynamiques. Quand il est tachycardie, précharge diminuée, post-charge augmentée, donc c'est la tachycardie, c'est l'hypotension. Globalement, les conséquences respiratoires, l'hypoxie, l'hypercapnie, la couverture de sueur et diminution du débit expiratoire de pointe. C'est ça le diagnostic, il est clinique. Le soir, l'examen clinique et débit expiratoire de pointe en dehors d'asthme aigu grave. Je précise qu'on ne peut pas réaliser un débit expiratoire de pointe si on suspecte chez un patient que c'est un patient qui a un asthme aigu grave, cliniquement. C'est un peu difficile. C'est tout très grave. Donc, le diagnostic est basé sur les signes fonctionnels, l'anamnèse, l'évaluation du niveau de contrôle de la maladie, la fréquence des symptômes diurnes par semaine, combien de crises par semaine, combien de crises par mois, la dernière crise, dernière hospitalisation, les symptômes et réveils nocturnes, en général l'asthme aigu grave ou ces crises d'asthme aigu grave, ça survient la nuit ou au petit matin. La notion de limitation des activités, la notion de consommation de bêta-mimétiques, les asthmatiques, ils ont toujours les bêta-mimétiques inhalés dans leur poche. On leur demande combien de bouffées par jour, par semaine. Est-ce qu'il y a une augmentation de nombre de bouffées dans les derniers jours? L'évaluation du DIP, de débit expiratoire de pointe, il y a des patients qui savent évaluer leur débit expiratoire de pointe et le nombre d'exacerbations. C'est bon? C'est le plan clinique. C'est respiratoire, cardiovasculaire, neurologique. Comme ça, on sera tranquille. Respiratoire, cardiologique, neurologique. Respiratoire, c'est des patients qui arrivent difficilement à parler, difficilement à tousser, sont polypnéiques, avec mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, sternocléidomastoïdiens et l'intercostaux et abdominaux, avec parfois silence auscultatoire, c'est très grave quand il y a un silence auscultatoire, ou des pauses ou arrêt respiratoire, c'est l'asthme aigu très grave. Il y a un débit expiratoire de pointe moins de 150. C'est respiratoire, c'est les conséquences. Cardiovasculaire, le pouls paradoxal et la tachycardie. Un peu difficile d'évaluer le pouls paradoxal, retenez la tachycardie. C'est très difficile d'évaluer le pouls paradoxal chez un patient qui a un asthme aigu grave, urgent, et le plus important, c'est la mise en condition, c'est pas de mesurer le pouls paradoxal ou d'évaluer le pouls paradoxal.
C'est le plan neurologique, c'est les conséquences de l'hypercapnie et de l'hypoxie, c'est l'agitation, trouble de conscience. C'est bon? Donc on me comme ça. Les examens complémentaires, il n'y a pas beaucoup d'examens complémentaires, c'est les examens complémentaires, c'est-à-dire après mise en condition, on demande des examens complémentaires. C'est après la stabilisation des patients. Ils sont réalisés au lit du patient, il ne faut jamais déplacer un malade instable pour faire un radiothorax ou un bilan, quoi que ce soit. Très simple, biologie. Le plus important, c'est la gazométrie. PaO2, PaCO2, alors d'hypoxie, hypercapnie. La kaliémie, parce que ce sont des malades qui seront sous traitement par les bêta-mimétiques qui sont hypocalémiants. Donc, il faut faire une kaliémie de contrôle, une kaliémie initiale puis de contrôle. Dans le cadre de contexte, dans le contexte infectieux, c'est-à-dire il y a une infection, on suspecte une infection qui a déclenché la crise, on demande un bilan infectieux, notamment numération formule, la CRP, la procalcitonine, pour détecter une infection. La radio du thorax, à la recherche de complications, pneumothorax, pneumomédiastin, et la recherche de facteurs déclenchants, notamment un foyer infectieux. Sinon, la radio du thorax chez un patient asthmatique, il n'y a pas d'indication en urgence. Mais qui va nous montrer quoi, la radio? Un syndrome obstructif, c'est-à-dire l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques, l'élargissement du espace, très bien. Et le CG, c'est les conséquences, c'est surtout la tachycardie, les signes électriques du cœur pulmonaire aigu. Le CG est toujours le message, pas de bilan, avant la stabilisation. Avant la stabilisation. L'urgence, c'est stabiliser. Globalement, parce que j'ai parlé de l'asthme aigu grave et l'asthme aigu très grave, il y a un tableau comparatif entre asthme aigu grave et l'asthme aigu très grave. J'ai mis ici, c'est un arrêt respiratoire imminent. Si on fait rien, le malade va mourir. Elle va mourir à 200%. Si on fait rien pour un asthme aigu grave. Donc, la dyspnée, elle est au repos. L'asthme aigu très grave, c'est des pauses respiratoires. Ce n'est pas une dyspnée. L'asthme aigu grave, il peut parler, il peut dire des mots. L'autre, somnolent et confus. La vigilance, asthme aigu grave agité, très grave, paradoxal. La fréquence respiratoire plus de 30. L'asthme aigu très grave, des pauses ou des arrêts. Les muscles accessoires utilisés dans l'asthme aigu grave, les mouvements un balancement thoraco-abdominal. Les sibilants, ils sont très forts, ils sont absents en cas d'asthme aigu très grave. Et les tachycardes, l'asthme aigu grave, bradycardie, asthme aigu très grave. Le débit expiratoire, moins de 30, là, ça ne sert à rien. C'est presque difficile de l'évaluer. Et les autres, la PaO2, moins de 60, c'est les deux PaCO2 plus élevés. Et là, on peut trouver plus. Et la saturation, là, c'est en arrêt respiratoire. C'est bon? C'est clair, Yak? Il n'y a pas de question. Tout est clair jusque-là. Et les signes d'alarme qu'il faut chercher toujours quand je suis devant un patient en asthme aigu grave, qui connaît asthmatique, il a des facteurs favorisants de l'asthme aigu grave, je dois toujours chercher les signes d'alarme. C'est trouble de conscience. La notion de somnolence, l'existence de somnolence, le coma, l'impossibilité de parler, le silence auscultatoire, la respiration paradoxale, les pauses, les gaspes, le collapsus bradycardique ou l'arrêt cardio-respiratoire. C'est les signes d'alarme. C'est même quand je prends en charge le malade, j'ai commencé le traitement, au cours de l'évaluation, je dois toujours chercher les signes d'alarme.